Si j'avais un mot, par exemple, à assembler avec le mot vigneron ou vigneronne, ça serait liberté. C'est vraiment ce que ça me procure, en tout cas. Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et parce que vous et moi l'aimons passionnément, je vous propose de découvrir les secrets d'un bon vin. Parcourons ensemble le vignoble à la rencontre de vigneronnes et vignerons valeureux et engagés pour des discussions hautes en couleurs. Nous voyagerons à travers les régions, les cépages, les savoir-faire et les belles histoires du monde du vin. Je suis Romain Becker et je vous souhaite la bienvenue dans le bon grain de l'ivresse. Aujourd'hui, place à la jeunesse champenoise. C'est une émotion qui m'a conduit jusque sur les rives du Petit Morin, au sud de la Marne, à quelques kilomètres de Bergère-les-Vertus. La cuvée Les Sablonnières de la maison Oudiette Fille. Ce 100% pinot noir des coteaux du Petit Morin m'a séduit par sa finesse, sa tension et en même temps sa chair propre au pinot. Un savant équilibre qui m'a immédiatement touché. Par un froid matin de janvier 2025, je suis donc allé à la rencontre de Margot Laurent dans le village de Bonnet pour découvrir les coulisses de la création d'un domaine en Champagne. J'y ai rencontré une jeune vigneronne déterminée et à l'avenir très prometteur. Bonjour Margot Laurent. Bonjour. Alors on est dans la vallée du Petit Morin en Champagne. Merci beaucoup de nous accueillir dans ce beau village qui s'appelle Bonnet. C'est ça. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour démarrer cet épisode ? Alors, donc, je m'appelle Margot, je suis vigneronne au Champagne Oudiette et Fille. C'est un domaine que j'ai repris il y a 10 ans, pour lequel je suis associée avec ma maman et ma sœur. Mais je travaille toute seule sur cette partie de l'entreprise. Donc, je fais à la fois les vins, la vigne, le commerce et tout ce qui va avec. Quand tu dis que tu l'as repris auprès de qui ? Comment ça fonctionnait avant que tu mettes ton nez dedans ? Alors, pour la base, mes grands-parents donc ont travaillé toute leur vie pour acheter des terres, donc ils ont eu un vignoble de 5 hectares. Mon grand-père est décédé très jeune, donc ma grand-mère s'est attelée à la tâche donc de la vigne, a repris toute seule ce domaine de 5 hectares. Ils vendaient au kilo. C'est quelque chose, ils ont toujours travaillé comme ça. Ils ont eu 2 enfants, ma maman et mon oncle, et ma maman, elle a décidé d'être double active, donc elle a toujours conservé en fait le vignoble. Sans y travailler, mais avec des employés dedans, et pareil, de la vente au kilo. Et moi, après des études de marketing et de commerce, j'ai fait et de communication, j'ai voulu reprendre les vignes en ayant pour but de vinifier des bouteilles. Il y a quelle surface ? Il y a 2,5 hectares là. Qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir au domaine, toi et puis ta sœur, si je comprends bien, parce que vous êtes toutes les deux associées ici. C'est ça. Moi, parce que en fait, le métier de marketing communication, c'est quelque chose qui me plaisait. Mais j'avais besoin d'être dehors, j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains. On avait quand même un bel outil de travail. On avait déjà 2,5 hectares de terre. Et puis voilà, ce projet éventuellement de pouvoir monter une marque de champagne qui n'existait pas auparavant. Je pense que c'était l'un des premiers facteurs qui m'a donné envie de revenir ici. Et puis ma sœur, elle était sur Paris aussi, elle faisait d'autres études. Et puis, elle avait pour but de revenir pour faire une maison d'hôte en Champagne. Donc, du coup, en fait, nos 2 projets se sont un petit peu liés. Ce qui nous a permis de revenir en même temps et de monter chacune nos projets et d'être l'une avec l'autre, mais en ayant nos parties de travail qui étaient différentes. Donc, je pense qu'il y avait un besoin de revenir ici. On est toujours un peu, je pense, tous comme ça. Quand on part et quand on vient, on se dit qu'au final, on n'est pas trop mal où on est. Et donc, cette envie de revenir et de faire, d'écrire une nouvelle histoire sur le vignoble de mes grands-parents. Comment ça se passe concrètement quand on reprend un domaine ? Est-ce que tu t'es associé avec ta mère ?
Est-ce que les vignes t'appartiennent aujourd'hui? Comment ça se passe, toutes ces questions-là? Alors, en fait, on est associés toutes les trois parce que on a souhaité rester ensemble. Donc, maman est propriétaire des vignes et moi, je suis gérante de la société pour laquelle on est associés toutes les trois. Et c'est ma société qui loue les vignes de ma maman pour le moment, parce que même si elle nous a transmis une partie des vignes, on n'est pas aujourd'hui propriétaire pleinement. Donc ma société loue les vignes à ma maman. Voilà comment ça se passe. Et est-ce que c'est facile de se lancer en Champagne, de créer une marque et de réussir à vendre des bouteilles et de se faire une place sur le marché? Facile, non. Moi, en fait, j'ai démarré, pour être totalement transparente, j'avais un sécateur et 2,5 hectares de vignes, voilà. Donc, ce qui est pas négligeable, 2,5 hectares de vignes, mais j'avais rien, pas de bâtiment, rien, pas de maison, pas de hangar. Donc, il a fallu quand même, bien se bouger. Donc pendant 3 ans, j'étais beaucoup dans les vignes, essayer de comprendre mes parcelles, essayer de comprendre comment le travail, ce que je voulais faire sur ce domaine. Donc ça a mis beaucoup de temps parce que j'étais seule à apprendre aussi. Enfin, même si on fait des études et qu'on ressort des écoles de viticulture, derrière il y a la théorie puis il y a la pratique. Donc la pratique seule, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Donc j'ai déjà mis 3 ans à bien comprendre un peu mon vignoble, là où j'avais envie d'aller. Et puis en 2017, donc quand j'ai souhaité m'installer, il a fallu quand même réfléchir à comment s'installer sans que ça nous coûte vraiment beaucoup trop d'argent, parce que en Champagne, c'est quand même cher de s'installer. C'est pas si évident que ça. Quand on reprend qu'il y a déjà des choses de mise en place, il n'y a plus qu'à développer. Mais quand il n'y a rien, faut tout créer. Et créer en 2017, c'est pas comme créer dans les années 80. Donc, j'ai cherché un petit peu autour de moi qui pouvait éventuellement, au début, me prêter de l'espace, parce que c'était ce dont j'avais besoin pour entreposer mes fûts, pour avoir un pressoir, pour avoir tout ça. Et donc, j'ai eu la chance, en fait, de tomber sur une coopérative qui est à 5 minutes d'ici, qui m'a ouvert les portes en ayant, pour contrat entre elle et moi, de respecter le fait que je sois récoltante manipulante, mais au sein de cette coopérative, donc juste en ayant un espace. Donc je loue un espace, j'ai tout un tas d'outils qui est hyper à la pointe, parce qu'ils ont réinvesti dans des nouveaux pressoirs, enfin voilà, des choses que je pourrais pas du tout me payer, et qui m'a permis de me lancer dès le départ, donc pour stocker aussi mes vins, pour tout. Donc tout est fait là-bas, tout était fait là-bas jusque là. Et depuis 2 ans, donc j'ai commencé à vendre entre-temps mes millésimes 2017 en 21. Et depuis 2 ans, j'ai acheté cette maison dans laquelle je vous reçois aujourd'hui, qui va me permettre d'installer mon propre chai désormais sur place, quoi, et avoir tout sur place. Tu nous as dit tout à l'heure que une des grosses motivations pour revenir, c'était de créer une marque, de la faire connaître. On va profiter du fait que tu as une expérience en marketing et en communication. Justement, comment ça se passe quand on part de zéro pour se faire connaître, que le vin soit apprécié, et pour réussir à vendre facilement les bouteilles? Comment on fait? Je pense que en 2017, je communiquais déjà pas mal sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quand même un des plus gros, levier. Ouais, levier. Qui a été le plus gros levier pour moi, parce que c'est par ce biais-là que j'ai trouvé tous les importateurs avec qui je travaille aujourd'hui. Je travaille avec 11 pays différents, et les 11 pays, on s'est rencontrés d'abord sur les réseaux sociaux, après en vrai. Donc, ça pouvait paraître au début, on était un peu frileuse, on se demandait si c'était des vraies demandes ou ce genre de choses, et il s'avère que oui, c'est comme ça qu'en tout cas on a pu, que j'ai pu développer ce marché. Après, j'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de salons de vin pour nous faire connaître, déjà parce que je devais sortir mes cuvées à la base en 2020. Année Covid, donc ça m'a... Alors, l'un dans l'autre, c'était pas plus mal, parce que j'ai gagné
1 an de stock de vieillissement, donc c'était le petit... Ça fait jamais de mal. Ça fait jamais de mal. Et aujourd'hui, voilà, le fait d'avoir aussi différents marchés, ça me permet de pouvoir avoir des volumes qui sont pas énormes sur chaque marché, mais justement demain, en augmentant un petit peu la cadence de production, ça me permettrait justement de pouvoir être de proposer des volumes un petit peu plus intéressants pour certains pays et voilà. Aujourd'hui, tu travailles majoritairement à l'export ? Oui. Ouais. Et en France, comment es-tu distribué ? Alors, je suis distribuée, j'ai un agent sur la Marne, donc ça me paraissait important aujourd'hui de développer... au tout début, c'est moi qui démarchais quand même un petit peu sur la Marne. Là, depuis peu, j'ai un agent parce que j'ai plus vraiment le temps d'aller toquer aux portes et de recevoir et tout ça. Et j'ai développé aussi pas mal le marché parisien depuis 2 ans. Quand tu t'es lancé, tu étais plutôt dans un marché qui montait au moment du Covid. Aujourd'hui, la tendance, elle est un peu différente. Ouais. Ça va plutôt dans l'autre sens. Est-ce que toi, en ayant une marque nouvelle comme ça et des champagnes qui commencent à avoir quand même une bonne réputation, est-ce que cette baisse du marché, tu la sens quand même, ou est-ce que l'effet nouveauté, l'effet qualité du vin te prémunit un petit peu contre ça ? Pour être honnête, j'ai pas ressenti, là, en tout cas sur cette année, j'ai pas eu de baisse de vente, donc je m'en sors pas trop mal. Après, je m'en sors pas trop mal parce que aussi je vends pas beaucoup de bouteilles. Faut pas se leurrer, hein, quand on fait 4000 bouteilles, il y a toujours, 4000, c'est rien. C'est une toute petite goutte d'eau dans le marché champenois. Donc aujourd'hui, il y a pas de prétention là-dessus, mais ça va bien se vendre parce que aussi il y a pas beaucoup de volume et aussi parce que la qualité des vins est bonne. Néanmoins, je reste assez les pieds sur terre parce que c'est que mon 7e millésime. Donc c'est pas non plus énorme dans le recul que j'ai aussi sur les vins. Donc il y a encore plein de choses à faire, plein de choses à développer et je demande aussi que les années passent pour avoir aussi un petit peu plus de réflexion sur où aller. Mais oui, parce que quand j'ai commencé, il y avait une vraie demande, il y avait le champagne devenait vraiment à la mode sur les années 2016, 2017, 2018. Il y avait vraiment une folie sur les vins de champagne, qu'il l'est toujours un petit peu plus, mais qu'il l'est un peu moins. Et puis, je pense qu'aussi, il y a des rapports, il faut parler prix, il y a des rapports qualité-prix aussi qui doivent être corrects actuellement et que parfois, ça s'envole un petit peu et que c'est pas forcément nécessaire d'avoir des prix comme ça qui s'enflamment sur la Champagne. Tous les vignerons font des vins de qualité, il faut faire attention, quoi. Il faut faire très attention. C'est une excellente transition vers ma question suivante. Je vois, là, il y a une petite affiche avec les prix particuliers, donc ça va de 39 à 48 euros. Est-ce que tu trouves que tes vins, ils sont au prix juste aujourd'hui ? Compliqué. J'ai dit qu'il n'y avait pas de piège, mais j'ai pas dit qu'il y avait pas de questions difficiles. Alors, je sais pas si c'est au juste prix. En tout cas, moi, ça me semble... Parce que j'aime le vin, j'en achète. J'ai mon conjoint qui a une cave à vin, donc je vois aussi les prix pratiqués. C'est des prix aussi que je mettrais moi dans ce genre de cuvée. Alors après, je pense que justement jusque-là j'avais des prix. En fait, j'avais que Sablonnière et Unitaire qui étaient entre guillemets les cuvées haut de gamme et j'avais pas de prix entrée de gamme. Et donc c'est pour ça que Composition est arrivé en 2021 pour avoir aussi un prix plus accessible. Parce qu'il me semble important que ça reste accessible et voilà, il y a des paliers à pas franchir. Aujourd'hui, on n'est pas en grand cru. Enfin, il y a aussi plein de facteurs qui font qu'il y a des prix qui peuvent être plus ou moins grands, enfin hauts en tout cas. Et voilà, faut rester cohérent avec le produit. Je trouve que c'est important, ouais. Alors, on n'est pas en grand cru. On a compris, mais on va profiter de cette émission pour
comment dire, je sais pas si c'est redorer, mais en tout cas faire briller le blason un petit peu de la région là. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement dans quelle partie de la Champagne on est et quelles sont les spécificités de cette sous-région en termes de sol, en termes d'encépagement, et si on pouvait discuter un petit peu aussi après, mais je reposerai peut-être la question du style des vins du coup qui est produit dans le coin. Mais déjà, où est-ce qu'on se trouve ? Alors ici, on se trouve au sud de la Champagne. On est entre la Côte des Blancs et les coteaux du Cézanais. On fait Sud de la Marne. Sud de la Marne, oui, pardon. Oui, sud de la Marne. Sinon, il y en a qui vont reprendre les fourches et s'énerver, là, j'ai l'impression. Sud de la Marne. Et donc, oui, sud de la Marne, entre la Côte des Blancs et les coteaux du Cézanais. On fait partie de la région Côte des Blancs, mais on est une sous-région qui s'appelle les coteaux du Petit Morin. Donc c'est pour ça que sur les cartes, on est souvent rattaché à la Côte des Blancs, sur les couleurs, etc. Mais on est complètement différent de la Côte des Blancs, malgré qu'on soit à 5 minutes ici de Bergère-les-Vertus. Donc on est vraiment très, très proche. On est ici, donc les coteaux du Petit Morin, c'est 20 villages au total. Ça représente 3% de la Champagne. Il y a 1030 hectares sur tous les villages. Le Petit Morin, c'est la rivière qui traverse cette zone. Ouais. Et en plus, donc on est vraiment sur des profils, déjà sur des expositions plein sud, sud-est, ce qui donne aussi d'autres caractéristiques à nos vins. Et au-delà de ça, on est donc l'encépagement historique ici, c'était plutôt des meuniers. Parce que terre argileuse, beaucoup. Ça a changé avec le temps. Les années de production ont amené un peu plus de chardonnay dans notre région, parce que mieux valorisé, mieux vendu. Mais aujourd'hui, sur Bonnet, en tout cas, la majorité des cépages plantés, c'est quand même des meuniers. Et à Bonnet, c'est 40 hectares de vignes. Donc c'est vraiment tout petit. Et toi, tu as les vignes uniquement sur Bonnet ? Non, j'ai une partie qui est à Celles-les-Condés, dans l'Aisne. Ok, c'est pas la porte à côté, ça ? Non. D'ici, on est à 40 minutes. Et on a deux régions différentes. Là, sur l'Aisne, on a vraiment une parcelle de 75 arts, c'est que du meunier. Et sur Bonnet, on a du meunier, mais là, je suis en train de les replanter en pinot noir. Tu replantes ou tu surgreffes ? Je replante. Pourquoi tu fais ce choix ? Pourquoi je fais ce choix ? Parce que c'est ma première plantation, que pour l'instant, sur les meuniers qui étaient existants, ils commençaient à être vraiment, vraiment très, très vieux. Et j'avais beaucoup, beaucoup de pieds morts, donc c'était pas une vigne hyper intéressante pour surgreffer. Et puis, je voulais aussi les conduire d'une autre manière. C'est une parcelle de 20 arts que j'ai arrachée. Et je voulais essayer sur des pinots. Là, en fait, on a des pinots sur sable. On a une parcelle de pinots ici sur le domaine, qui est de 23 arts. Et moi, j'adore les pinots noirs. Donc là, ça serait pour faire un test sur des pinots, mais plutôt sur des argiles, avec une autre exposition. Pourquoi est-ce que le pinot, il se plaît bien ici ? Terre argileuse, terre sableuse, c'est quand même des terres qui vont bien avec les pinots. Les meuniers, historiquement, sur les terres argileuses, c'est le match parfait. On n'a pas beaucoup de craie, donc il faut quand même avoir des cépages qui soient un peu rustres. Et les chardonnays, j'en ai pas mal. Ma mère en a replanté aussi. Et puis je trouve ça hyper intéressant, en fait, le pinot. Je trouve que ça a une palette de dégustation qui est énorme, entre les pinots de la montagne, les pinots de l'Aube. Le pinot, il a une interprétation qui est hyper différente, et moi, c'est ce que j'aime dans ce cépage. Donc je replante du pinot noir pour ça. Et il goûte comment le pinot de Bonnet ? Alors le pinot de Bonnet, mais comme les chardots, il y a un côté il y a beaucoup de salinité ici, dû par justement, on a pas mal de sable, de limon, et puis sur les bas de coteaux, on a un peu de craie altérée.
Et si on monte un petit peu aussi sur un des coteaux, on voit vraiment les fossiles plantés dans un espèce de dévers. On voit la forêt qui est au-dessus et le chemin qui passe en dessous. Et on a vraiment plein de fossiles. Donc on a fait des analyses de sol une paire de fois avec Geoffroy Orban. Et il s'avère que ici, c'était beaucoup des lagunes. Donc il y a eu beaucoup de dépôts fins de fossiles, ce qui donne aussi ce côté un petit peu salinité. Et on a vraiment des pinots, si on reparle des pinots hyper fins, très légers. C'est pas dans la structure du pinot, on est vraiment sur de la finesse. Et moi, c'est ce qui me... Enfin, j'ai pas le choix, mais j'aime beaucoup, du coup. Ça vient de tes terroirs un peu tardifs, ouais. Avec froid en tout cas, avec l'argile. Parce que si tu dis que vous avez des bonnes expositions, vous arrivez quand même à avoir des maturités intéressantes, j'imagine. Ouais, on a des bonnes maturités. Alors, sur les pinots, comme c'est des pinots, c'est toujours un petit peu plus tardif. En tout cas, pour cette parcelle-là de pinot noir, je fais en sorte de la tailler un petit peu plus fort. Je fais attention à tout, toute la partie végétative parce que je veux vraiment que les raisins soient concentrés. Sur les chardons, on a des belles maturités. On va être souvent à 10,5, 11. Moi, je recherche pas des maturités hyper poussées. 10,5, c'est déjà bien. Après, c'est toujours des chardonnays, par exemple pour les Bavini que j'utilise dans la cuvée unitaire. C'est toujours des petites grappes très concentrées, très dorées. Et ouais, c'est ce côté terre-argile. C'est toujours, par exemple, c'est toujours cette parcelle-là qui est mûre en premier de tout notre secteur. On a 9 parcelles avec celle de l'Aisne. Les 8, ici sur Bonnet, il y a des grosses différences, parce qu'on n'a pas les mêmes sols, parce qu'on a des expositions diverses, mais c'est pas en soi hyper différent. On est quand même sur le même village, mais pas les mêmes sols. T'as 8 parcelles, t'as 4 champagnes dans ta gamme. 3. 3 Ouais. 3, pardon. Comment est-ce que tu fais tes assemblages ? Qu'est-ce que tu mets ensemble ? Qu'est-ce que tu mets pas ensemble ? Alors, c'est plutôt simple. Pour Sablonnières, du coup, c'est un parcellaire. J'utilise uniquement la parcelle des Sablonnières, donc 100% pinot noir. En ce qui concerne unitaire, j'utilise 2 parcelles. Une en bas de coteau qui s'appelle les Bavini. Elle est sur de la craie. On a des limons plutôt sur les hauts, que j'assemble avec une autre parcelle qui s'appelle le Poirier. Enfin, ma grand-mère l'appelait le Poirier, donc j'ai gardé le nom. Et en fait, sur cette parcelle-là, on garde que 1/3 de toute la parcelle, tout le bas, qui correspond, les profils aromatiques des baies, en fait, sont les mêmes entre toute la parcelle des Bavini et ce premier tiers de la parcelle des Poiriers. On a exactement le même profil. Donc, on a fait plein d'essais comme ça. Donc, c'est pour ça que plus les années arrivent, plus je suis précise sur mes assemblages. En tout cas, pour même si c'est que 2 parcelles, je sais exactement jusqu'où je peux aller dans telle parcelle pour avoir ce que je recherche. Et pour composition, en fait, elle a été faite sur 21 parce que jusque-là, je faisais une cuvée par an. Et en 2021, j'ai fait que composition parce que 21, voilà, année... Millésime difficile. Ouais, voilà. Pour rester poli. Exactement, qui a bien embêté tout le monde. Et donc, sur composition, à la base, j'étais partie pour faire unitaire et sablonnière. Mais ça ne me plaisait pas, c'était pas à la hauteur de mes attentes. Et plutôt que faire moins bien, j'ai préféré faire un assemblage en me disant, écoute, c'est aussi ça notre métier. Enfin, il y a un moment, il faut aussi s'adapter à ce qu'on a et changer si on a besoin de changer. Et donc, composition, j'ai assemblé Chardot Pinot, qui moi, je trouve qu'est la petite sœur, en gros, des Sablonnières. Et depuis 21, composition est toujours là, mais on assemble avec des meuniers, les meuniers de Bonnet. Et cette année, j'ai fait 100% meunier de laine. Tu nous as dit que tu étais partie de zéro pour la marque et que tu n'avais pas fait d'études dans le vin, enfin que tu avais fait des études de marketing, de communication. Comment est-ce que tu as appris à faire du vin ? Ça s'improvise pas, non. de faire du vin. Non, c'est vrai. Mais quoique...
On peut être bon cuisinier sans être prof de cuisine, mais non. J'ai quand même fait 2 ans. J'ai repris 2 ans un BPREA à Avise pour apprendre quand même les bases du métier parce que personne n'était en mesure de me montrer chez moi. Donc ça m'a permis déjà de savoir un peu grossièrement tout ce qu'il y a à faire sur un domaine viticole. Après le vin, je pense que je suis très curieuse. Je visite beaucoup de vignobles. J'aime déguster. C'est quelque chose que je dis pas qu'on s'improvise, mais il y a des goûts qu'on aime, d'autres choses qu'on n'aime pas, et après on affine avec le temps. Moi, j'ai fait des essais, par exemple, avec de la cuve. La cuve, ça me plaît pas, c'est vraiment pas ce que j'aime, en tout cas pas sur mon terroir, et ça m'éclate pas. J'utilise que des barriques. Après les élevages, je fais des élevages plutôt longs, parce que j'aime cette micro-oxygénation que ça apporte à mes vins. Quand tu parles d'élevage, tu parles d'élevage sur latte ? Non, sur les vins clairs. Ouais. Donc tu fais vinification en barrique et élevage de combien de temps ? Alors ça dépend. Pour Sablonnière, je fais 24 mois. Composition, c'est du 15 mois. Et unitaire, j'essaie de la garder 30 mois. En barrique ? Non, c'est sur latte. Là, en barrique, okay. Je fais des 10 mois d'élevage. 10 mois d'élevage en barrique ? En général, ouais. Ok. Et ensuite des élevages plus ou moins longs. Ou moins longs. Selon. Qu'est-ce que tu cherches avec l'élevage en barrique sur les vins clairs ? Ce que je recherche dans l'élevage en barrique, c'est plutôt la micro-oxygénation des vins. Je garde les lits aussi. Je fais un petit peu de bâtonnage sur les blancs. J'aime bien ce que ça apporte, ce côté un petit peu plus généreux, un petit peu plus prêt aussi. C'est pour ça que j'utilise ce contenant-là, pour ces raisons-là. Ouais. Et en cave, pendant les élevages ou la vinification, est-ce que comment tu travailles ? Est-ce que tu as plutôt tendance à peu intervenir ou à plutôt maîtriser ton processus de fabrication ? Alors, entre les deux, je suis pas partisane de rien faire parce que le vin, il a quand même besoin d'être accompagné. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Chaque année, là, depuis quelques années, on fait des pieds de cuve à chaque vendange pour faire en levure indigène. Je le fais sous ce format-là parce qu'en fait, ça me rassure. J'ai pas envie... Moi, si j'ai eu un problème sur 3 barriques, c'est énorme. J'ai 30 barriques au total, donc 3, c'est 10%. Je pourrais pas me permettre d'avoir un problème sur mes vins. Donc, je fais des process où j'arrive quand même à maîtriser. Donc, on fait la levure indigène, mais on fait avant en labo pour voir s'il n'y a pas de levure qui serait mauvaise et qui pourrait impacter les vins. Si c'est bon, on y va comme ça. Si c'est pas bon, j'utilise de la levure sèche. Après, je sulfite après fermentation et puis à la mise. Ça, c'est quelque chose qui te convient comme manière de travailler aujourd'hui ? Qui me convient, qui me rassure. Après, aujourd'hui, faut pas oublier que je suis pas toute seule dans l'espace aussi où je vinifie. Donc, il y a quand même aussi faut maîtriser des process et pas faire n'importe quoi. Peut-être que c'est des essais que je mettrais plus en place, essayer de diminuer les sulfites, malgré que, en total, je suis à 30, donc c'est pas non plus énorme. Mais essayer de réduire ou sauter des étapes, en tout cas. Mais je suis pas partisane d'avoir des vins qui soient pas bien structurés, quoi. Est-ce que tu as l'occasion de travailler avec d'autres vignerons qui ont le même genre d'approche terroir que toi, tu vois, puisque même si tu fais des assemblages, on a quand même parlé de parcellaire, tes vins, ils sont quand même issus d'une zone géographique bien délimitée. Est-ce que tu as l'occasion d'échanger avec d'autres personnes et qu'est-ce que ça t'apporte ? Ah oui, j'ai l'occasion. Alors déjà, j'ai une amie viticultrice qui est dans le même secteur que moi, qui s'est installée aussi il n'y a pas très longtemps, donc Maison Le Fébure, avec qui on échange pas mal aussi parce qu'on est sur les mêmes coteaux, mais on n'a pas du tout les mêmes sols, du coup, et pas les mêmes problématiques, donc c'est assez intéressant.
J'ai un ami aussi qui est sans sulfite ajouté. Et lui, pour le coup, on a des longs débats ensemble. Et c'est qui ? C'est Champagne Chavost, la coopérative de Chavost, et qui a fait un énorme travail sur le sans sulfite. Et c'est hyper enrichissant parce que c'est des points de vue. Lui, c'est des énormes volumes. Moi, c'est des tout petits volumes. Il y a des choses qui me font peur. Lui, qui lui paraissent tellement simples à mettre en place. Donc, c'est important aussi d'avoir... ces ouvertures d'esprit autour de soi quand on fait du vin, ça permet aussi d'essayer des fois des choses qu'on n'aurait pas fait ou d'être un peu plus accompagné, de peur de faire quelque chose qui va pas. Est-ce que la vie de vigneronne que tu as aujourd'hui, c'est celle que tu imaginais quand tu t'es lancé ? Et est-ce que tu es là où tu espérais être 10 ans après t'être lancé ? Oui, je pense que globalement c'est plus ou moins ce que je m'attendais, mis à part les 2 dernières années qu'on en a bien bavé quand même avec la pluie, nous on enherbe tout, donc j'ai dû faire des choses aussi pour lesquelles je pense que j'étais pas prête, c'est-à-dire j'ai acheté un chenillard, je fais du chenillard, je fais le travail du sol, c'est tout un tas de choses que je m'étais pas trop posé comme question. Quand j'ai démarré, on avait des années sèches, des belles années, c'était assez simple. Là, aujourd'hui, être vigneronne en Champagne, c'est pas évident. D'autant plus que, malgré tout, je reste une femme, hein. Il y a des choses que je peux pas faire, malgré que j'ai l'envie de faire, mais je ne peux pas. Après, je suis heureuse d'être là où j'en suis. Je sais qu'il y a encore plein de choses à faire et plein de choses à découvrir sur mon vignoble et peut-être essayer de nouvelles choses. Et c'est ça aussi qui me plaît dans ce métier, c'est que en fait, j'ai la chance d'avoir 2 hectares et demi sur lesquels j'écris une nouvelle histoire. Donc, à moi de savoir quelle histoire j'ai envie de laisser sur ce domaine, à moi de savoir où j'ai envie de l'emmener. Mais j'ai pas de... En fait, je me dis, tout vient avec le temps. Il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres à mettre en place. Il y a aussi une certaine confiance aussi à se donner. On n'est pas c'est pas inné et on peut pas arriver au bout de 10 ans dire moi je maîtrise tout. Non, il y a encore plein de choses à découvrir et j'espère que même à 65 ans, je serai encore en train de me dire alors attends, qu'est-ce qu'on pourrait faire cette année, parce que c'est ça qui est hyper riche dans ces métiers-là. C'est pour faire tous les ans la même chose. Moi ça m'intéresse pas quoi. C'est justement cette marge de progression qu'il y a devant moi qui m'intéresse. Tu te souviens la première fois que tu as fait goûter tes champagnes ? Tu te sentais comment ? Pas fière. Non, j'étais un peu stressée. C'est normal, c'est un peu présenter son bébé à tout le monde. Et là, pour le coup, tout le monde a même d'avoir un avis. Donc, c'était un petit peu stressant. 2017, en plus, j'ai pas commencé avec une année hyper facile. On avait beaucoup d'odium, on a fait un tri drastique. C'était assez... C'était une drôle d'année pour commencer. Aujourd'hui, c'est pas la cuvée dont je suis la plus fière, mais ça reste ma première cuvée. Je me souviens que, en fait, je me suis dit, ça y est, on y va, quoi. Ce jour-là où le pressoir s'est fermé, c'était le début de ce domaine. Donc, c'était un grand moment quand même. Un grand moment. Après, j'avais plein de convictions, j'étais armée et au final, il y a plein de choses qui tombent au fur et à mesure du temps. Mais c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on change aussi nos manières de faire. Être vigneronne, ça te demande quand même de prendre tout un tas de micro-décisions toute l'année. Est-ce que tu es à l'aise avec ça ? Est-ce que tu arrives à avancer, à prendre facilement les décisions et à en être contente après ? De toute façon, j'ai pas le choix, faut bien les prendre. Ça reste des moments, des choix un peu compliqués, mais j'ai pas le choix de me faire confiance là-dessus. Après, je travaille vraiment de la vigne jusqu'au vin, donc j'ai quand même
je fais déjà des choix tout au long de l'année sur comment je travaille mes vignes, ce que j'ai envie d'en faire. Donc j'ai déjà ce raisonnement-là à la fin. Après, il y a toujours parfois des déceptions ou des choses où on s'attendait à mieux et puis en fait c'est pas ce qu'on attendait. On s'adapte et puis on revoit nos manières de faire, mais ouais. De toute façon, j'ai pas le choix, donc même si je fais des erreurs, c'est tout, ça fait partie du métier. Faut être pris pour être appris parfois. Ça permet de se remettre en question et puis toujours se poser essayer de se poser les bonnes questions. Pour ça aussi d'avoir des amis qui font d'autres choses, qui aller voir aussi ailleurs, différents vignobles. Ça permet aussi d'avoir une certaine ouverture d'esprit, échanger avec eux, voir aussi leurs problématiques, de pas rester seul et de pouvoir un peu s'ouvrir des portes et se dire tu vois, eux aussi c'était arrivé comme ça. Voilà, ça. Mais j'ai pas le choix, donc les décisions, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. En tout cas, j'essaye de faire le moins de mesurer les risques, en tout cas. Est-ce qu'il y a des vignerons ou des vigneronnes de Champagne, ou d'ailleurs éventuellement, qui t'inspirent? Et est-ce qu'il y a en Champagne des gens qui font des vins qui te plaisent particulièrement et qui vont dans une direction qui te plairait? Enfin, qui te plaît? Bonne question, il y en a plein. Il y en a un peu partout d'ailleurs. Par exemple, on va dire hors Champagne parce que comme ça. Mais j'adore les vins de Thomas Batardière qui est vigneron dans la Loire. J'ai eu la chance de le rencontrer il y a 2 ans, 1 an. Et j'aime en fait ces philosophies de personnes qui qui font leur travail du mieux qu'ils peuvent, qui sont là pour transmettre à un moment donné tout le travail qu'ils ont mis en place avec leurs convictions, avec leur manière de voir les choses et penser que ça peut être pris différemment par quelqu'un d'autre et c'est un peu à contre-pied aussi de la Champagne où le papa faisait ça, donc les enfants font un peu ça, même s'ils s'émancipent un petit peu plus maintenant, mais il y a une espèce de continuité familiale. Je trouve que c'est beau aussi dans les autres vignobles d'avoir aussi des gens de passage comme ça sur des domaines qui sont prêts à faire beaucoup, qui amènent toute leur histoire, leur énergie et qui peuvent à un moment donné laisser place à d'autres qui auront envie d'y mettre autre chose. Je trouve que ça c'est chouette. Ouais. Et en Champagne ? Alors, est-ce qu'il y a des styles? Tu nous as dit que tu aimais le pinot par exemple. Ouais, le pinot noir. Qui fait des pinots qui t'émeuvent? Que j'aime beaucoup. Alors, ma première émotion en pinot noir, c'était Frédéric Savard. À Écueil. Dans la petite montagne de Reims. C'est ça. Et c'est un des premiers champagnes où je me suis dit, en fait, c'est dingue d'arriver à faire ça. Mais, je vous parle de ça il y a 15 ans, quoi. Et je m'étais dit, on arrive à faire ça avec des champagnes. Et c'était la première émotion de vin que j'ai eue. Et je me suis dit, si demain je fais du champagne, j'aimerais bien en tout cas que ça ressemble un peu à ce genre de champagne où il y a une vraie émotion dedans. Et puis depuis, j'ai goûté plein d'autres choses de pinot noir. J'aime beaucoup les pinots noirs de l'Aube. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, malgré qu'on soit pas du tout sur les mêmes terroirs, pas du tout sur les mêmes côtes. Il y en a plein. Franchement, je saurais pas dire un nom en particulier, mais je trouve qu'aujourd'hui, on a la chance en Champagne, toute cette nouvelle génération, c'est chouette, quoi. Peu importe la région où on va, peu importe le vigneron, connu, moins connu, il y a vraiment des styles, des pâtes, des histoires qui sont... c'est chouette, quoi. Et on a la chance, en tout cas dans cette belle région, d'avoir autant de nouvelles générations qui s'attellent à mettre en valeur leur terroir. Et si on parle du meunier? Parce que le meunier, c'est souvent un cépage qui est regardé
avec un peu de dédain, on va dire. Est-ce qu'il y a des meuniers qui t'ont ému récemment ? Ouais, alors un meunier qui m'a ému récemment, c'était la cuvée La Rosière de chez André Heuck. Ouais. Exceptionnel. Vraiment, enfin, j'ai trouvé ça exceptionnel. Et ce côté, un côté peau de clémentine, enfin, il y avait c'était d'une richesse et d'une finesse pour un meunier. J'ai trouvé ça vraiment, ouais, ça m'a surpris. Est-ce que tu es fier des champagnes que tu fais aujourd'hui ? Bah oui, quand même, franchement. C'est sûr que je suis fière. Je suis fière de ce que je fais. Quand je me retourne un petit peu de temps en temps, parce que ça fait du bien de se retourner, de voir ce qui a été fait, je me dis, bon, voilà, aujourd'hui, je vais dans une direction que j'aime. J'essaye d'emmener ce nom là où je peux, avec l'énergie que j'ai. Et je sais qu'il me reste encore plein de choses à faire. Mais je suis très fière. Je suis très fière aujourd'hui de voir que mes cuvées se boivent dans différents endroits, que j'ai des retours dessus. Tout ça, ça me fait plaisir, bien sûr. Je suis heureuse d'avoir cette liberté. Ouais, cette liberté. Enfin, franchement, pour moi, être vigneronne, c'est aussi une certaine liberté de tout, de choix, de pratiques culturelles, d'envie, ouais. Je pense que si j'avais un mot, par exemple, à assembler avec le mot vigneron ou vigneronne, ça serait liberté. C'est vraiment ce que ça me procure, en tout cas. Merci Margot. Merci à vous. Vous l'avez compris, chers auditeurs et chères auditrices, cet épisode a été tourné il y a quelques mois déjà. Une saison est passée depuis, une saison enthousiasmante pour Margot. Comme beaucoup de vignerons et vigneronnes de toute la France, les rendements furent limités chez Houdier de Fille avec 30% de moins que ce qu'autorise l'appellation. En revanche, la qualité est au rendez-vous avec de belles maturités et des conditions sanitaires très bonnes. Ce qui permet à Margot de nourrir de grands espoirs pour le millésime et à moi aussi. Rendez-vous donc dans quelques années pour goûter tout ça. Je suis Romain Becker et vous écoutez Le Bon Grain de l'Ivresse. Réalisation Romain Becker. Merci à Emmanuel Nappet pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon!